Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Ce n'est pas d'hier que l'on se questionne sur des générations. Comment définir une génération? Qu'est-ce qui la caractérise? Comment déterminer le moment où une génération commence et le moment où elle se termine? Plus l'histoire s'accélère et plus les générations semblent se multiplier. Il est probablement nécessaire de faire un pas de côté aujourd'hui pour bien penser cette question. C'est ce que nous chercherons à faire, en cherchant à éclairer la vision du monde propre aux présentes générations qui cohabitent au Québec et en étudiant plus particulièrement leur comportement politique. Pour cela, j'ai le grand plaisir de recevoir le sociologue Stéphane Kelly, qui a consacré de nombreux travaux à la question. Stéphane Kelly, bonjour. Bonjour. Alors, longtemps, lorsqu'on parlait des générations au Québec, c'était pour maudire le pouvoir des boomers et se désoler du mauvais sort réservé à la génération X. Pourrait-on dire qu'aujourd'hui, est-ce que nous sommes contemporains de la fin de l'hégémonie des boomers sur la définition de la divergence sur les rapports de pouvoir dans la société québécoise? Oui, peut-être, d'une certaine façon. Actuellement, les bébés boomers sont en train de quitter les milieux de travail, les associations, les partis politiques, les syndicats. Alors, ils laissent place aux générations qui ont suivi, les X, les millénarios aussi. Cependant, moi, quand j'écoute les jeunes aujourd'hui, les jeunes en ont plus contre les boomers que contre les X. Alors, les boomers sont encore la référence par rapport à laquelle on doit se définir, se référer et parfois s'opposer. Alors, de ce point de vue, que représentent les boomers? À quoi s'oppose-t-on lorsqu'on s'oppose aux boomers dans la jeune génération? Ben, on s'oppose à ce qu'on a construit comme société. On s'oppose à toutes sortes d'aventures d'entreprises que les boomers ont menées. Et puis, finalement, être insatisfait par rapport au présent, ben, c'est s'affirmer ou s'opposer à ce que les générations précédentes ont construit. Et qui a construit le Québec contemporain? Ben, ce sont les boomers, aux yeux des jeunes en tout cas. Oui, mais justement, vous soulevez quelque chose de très intéressant. On dit souvent sur les boomers qui ont construit le Québec contemporain, mais si on regarde avec un pas de distance, on pourrait plutôt dire que c'est davantage la génération des années fin 20, années 30 surtout. Appelons ça la génération Parizeau, Bouchard, Landry, Lévesque qui est un peu plus vieux. On pourrait dire que c'est plutôt cette génération-là qui a fait le Québec et que les boomers ont embarqué dans le train de la modernisation du Québec. Est-ce que vous accepteriez cette nuance? Tout à fait. Quand on écoute des documentaires sur le Québec post-Grande Noirceur, il y a une espèce d'erreur d'interprétation parce que dans le fond, les boomers dans les années 60, ils étaient les soldats dans la rue. Les généraux, c'était des gens qui étaient nés dans les années 20 et dans les années 30. Alors les gens, les architectes des grandes réformes qui ont marqué la naissance du Québec moderne, c'est vraiment des gens nés dans les années 20, les années 30. Alors les boomers, ils ont contribué, mais en tant que soldats qui allaient dans la rue et qui mangeaient des baffes. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils ont radicalisé néanmoins les grandes réformes? Je veux dire par là, quand on pense à un Parizeau, quand on pense à un Bouchard, chez les politiques j'entends, un Lévesque, peut-être avait-il davantage le sens de la continuité entre le Canada français d'hier et le Québec moderne que les boomers qui, eux, ont accepté la rupture radicale de 1960 comme s'ils départageaient entre la préhistoire du Québec et les années lumineuses de la Révolution tranquille. Oui, effectivement. Moi, dans les années 80, 90, début 2000, j'ai commis des textes où je critiquais des éléments de la Révolution tranquille. Et en fait, moi, mon point de vue, c'était il faut critiquer les effets pervers introduits par la Révolution tranquille. Et la Révolution tranquille, en tant que telle, comme moment politique, comme événement politique, c'est quelque chose qu'on doit admirer, qu'on doit enseigner aux jeunes dans notre société, mais à partir de la fin des années 60, il y a eu une radicalisation de certains mouvements et qui ont vraiment miné des repères puis des fondements importants de la société québécoise. Alors, on a juste à penser au système d'éducation, l'enseignement de l'histoire, la déstructuration de la famille. Alors, les boomers qui se sont hissés au pouvoir dans les années 70-80 ont radicalisé certains mouvements
qui ont fini par fragiliser la société québécoise et la nation québécoise. Alors, faisons le portrait des grandes générations qui cohabitent au Québec en ce moment, les plus évidemment pas les micro-générations, on s'entend. On pourrait dire ce qui reste de la génération d'avant les boomers, ça reste un peu à la manière de souvenir, les boomers, la génération X, les Y et les millénarios. Est-ce que ce serait une répartition qui vous conviendrait? En gros, les boomers naissent dans les années 40-50, les X 60-70. Millénarios Y sont un peu mélangés, on ne sait pas comment les nommer, mais en gros, ce sont les jeunes qui naissent au début des années 80, puis ça va jusqu'au début des années 2000. Et qu'est-ce qui distingue sur le plan, on pourrait dire, des représentations du monde et sur le plan des comportements politiques ensuite, mais d'abord sur le plan des représentations du monde, ces grandes générations. Comment ces générations vivent-elles de manière distincte ou différente le Québec? Ben, c'est-à-dire que moi, ma façon de travailler au niveau de la compréhension des générations, c'est d'essayer de les comprendre avec un certain recul, puis d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'ils ont chanté, les chanteurs, au niveau du cinéma. Et donc, pour les Grecs, les millénarios, c'est difficile parce qu'ils commencent juste à produire. Mais moi, il y a 4 facteurs clés que j'identifie pour vraiment comprendre une génération. C'est l'éducation familiale qu'on a reçue, c'est les conditions d'entrée dans la vie adulte, c'est la vie au travail et c'est la vie civique aussi, la participation à la cité. Et la question que vous me posez renvoie plus au dernier critère. Et les boomers, eux, ils ont voulu vraiment changer le monde, révolutionner la société. Donc, ils ont participé à une aventure collective qui était placée sous le signe de l'utopie, puis la création d'un grand pays social-démocrate. Alors ça, je pense, c'est pas mal la vision des boomers. Les X, ils sont arrivés à l'âge adulte, puis là, c'est vraiment, ils ont vécu la fin des idéologies, le grand désenchantement politique post-référendaire. Alors, les X ont un point de vue plus désenchanté par rapport à la possibilité vraiment là de laisser une marque sur le plan politique. Les millénarios ou les Y, eux, ils ont une espèce d'innocence qui ressemble à celle des boomers, c'est-à-dire qu'ils croient qu'ils peuvent tout changer, tout révolutionner. Moins au niveau politique, mais au niveau de la vie quotidienne. Alors, quand ils arrivent dans une entreprise, ils sont nouveaux, puis ils vont donner des conseils au patron. Puis, donc, ils ont une vision, disons, je dirais peut-être un peu naïve parfois, mais une certaine candeur. Mais à la fois, c'est des gens qui participent. Alors, pour les embarquer, c'est facile parce ils pensent vraiment qu'ils peuvent changer des choses. Moi, dans mes analyses, je dis que les X, c'est des gérants d'estrade. On a été longtemps des gérants d'estrade. Alors, on a une qualité, on observe les choses de loin, puis on est capable d'être assez critique. Les Grecs, c'est des courtiers. Comme les courtiers à la bourse, ils négocient tout le temps. Ils revendiquent, ils négocient, ils font des deals, ils calculent tout le temps. Alors ça, c'est les millénarios parce que ils sont le miroir de l'environnement social dans lequel ils ont grandi, c'est-à-dire la mondialisation puis le libéralisme. Alors, c'est comme des petits courtiers qui veulent faire monter le prix de leurs actions. Tandis que les boomers, eux, ils ont été partout dans leur vie des propriétaires. Ils ont été le propriétaire du Québec. Alors, vous avez évoqué le fait qu'il y a peut-être une ressemblance possible entre les Y et millénarios et les boomers par le rapport à l'innocence, par une vision presque utopique du monde, même si dans un cas elle est politique, dans l'autre elle est appliquée à d'autres domaines de la vie sociale. Est-ce qu'on pourrait dire que la grande crise de 2012, la crise étudiante, le printemps érable, plusieurs manières de le nommer, a été un moment qui a révélé cette convergence, c'est-à-dire que les boomers étaient tout heureux de voir une génération dans la rue, avaient l'impression de revivre leur jeunesse à travers cette crise, et à travers ça, les sceptiques, pour reprendre votre formule, ils étaient plutôt au milieu, ceux qui sont sceptiques envers les grands programmes de transformation collective. Est-ce que 2012, de ce point de vue, la crise étudiante, a été un moment révélateur de cette, appelons ça, cette économie des générations? Effectivement. 2012, le printemps érable, nous dit quelque chose d'extrêmement important au niveau de la dynamique des générations. Alors, l'espèce de complicité qu'il va y avoir entre des Y, des millénarios et disons, appelons ça l'imaginaire des boomers, ben, ça révèle une chose, c'est-à-dire que ce sont les millénarios, ce sont les Y qui vivent dans les grands centres urbains, qui fréquentent les campus, qui, eux, sont assez proches de la vision des boomers. Mais il y a une autre jeunesse au Québec. C'est la jeunesse du Québec périphérique, des gens qui vivent à l'extérieur de Montréal. Souvent, sont moins scolarisés. Il y en a beaucoup qui ont déjà ils ont quitté le secondaire en secondaire 4, secondaire 5. Ils ont un DEP, ils sont travailleurs manuels. Et eux,
Eux, dans l'analyse que j'ai fait récemment, j'appelle ça, c'est la majorité angoissée. Dans la jeunesse actuellement. Sur le plan démographique, ils sont majoritaires? Oui, ils sont majoritaires parce que la moitié des jeunes aujourd'hui, ils vont pas plus loin que le secondaire 5. Alors, ils sont une majorité. Ils vivent à l'extérieur de Montréal. Ils vivent une certaine aliénation, une angoisse par rapport à la mondialisation, par rapport aussi à la vision du plateau Montréal, la gauche caviar. Alors, c'est des gens qui incarnent là, un peu la clique du plateau, là. Alors, ils sont critiques par rapport à ça. Alors ça, j'appelle ça la majorité angoissée. Et c'est pas des gens qui vont nécessairement être très écologistes puis voter à gauche. Et ceux qui sont plutôt dans la foulée des carrés rouges, qui vivent largement à Montréal, qui fréquentent les campus des collèges, des universités à Montréal, ben j'appelle ça la minorité énervés. Alors, ils ont des tribunes, on les voit à différents endroits dans les médias. Ils ont des porte-paroles. Puis on pense que la jeunesse, c'est eux. Non, ils sont nombreux, mais ils sont pas majoritaires. Alors, quand on regarde les derniers résultats électoraux, là, on pensait que les jeunes étaient pour voter en bloc là, pour des formations écologistes, des formations de gauche. C'est pas ça qui est arrivé nécessairement. Alors, sur le plan politique, là, cette génération-là, est pas nécessairement facile à comprendre. Puis, il faut faire attention pour prédire comment ils vont se comporter d'un point de vue politique. Alors, c'est une distinction tout à fait intéressante que vous proposez entre, d'un côté, cette minorité énervée, je reprends vos mots, et cette majorité angoissée. Disons que la minorité énervée qui se croit éclairée, on la reconnaît, on devine, on pense tout de suite à ses porte-paroles d'une manière ou de l'autre. De l'autre côté, cette majorité angoissée, vous l'avez caractérisée sur le plan professionnel, donc sur l'angoisse par rapport à la mondialisation, un sentiment de fragilité. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est, là j'utilise le mot sans vouloir le surcharger idéologiquement, mais est-ce qu'elle est plus conservatrice ou plus à droite, entre guillemets, si on lui prête des préférences collectives, dans la mesure où elle en a, comment pourrait-on les caractériser? Ben, c'est-à-dire que dans les dernières analyses que j'ai fait de la donne politique, j'ai souligné le fait que les baby boomers ont utilisé l'État-providence pour connaître une mobilité sociale ascendante, pour grimper l'échelle sociale. Les Grecs, les millénarios, eux, ils s'agrippent à ce que j'appelle la famille-providence pour combattre le déclassement social. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ne croient plus tellement dans la possibilité que l'État finisse par avoir une contribution très significative pour améliorer leur avenir. Alors, ils utilisent les ressources de la famille. Donc, il y a une revalorisation de la famille dans tous les secteurs de la société québécoise aujourd'hui, au Québec, ailleurs dans le monde aussi. Mais moi, je remarque, là, quand on sort de Montréal, les jeunes qui ont 18, 22, 25, 30 ans, ils sont beaucoup plus proches de leurs parents et de leurs grands-parents. Donc, il y a l'idée qu'ils sont conscients, je pense, que la cellule familiale, c'est quelque chose d'assez précaire qui peut foutre le camp. On a l'un des taux de divorce les plus importants au Québec, en Occident. Mais on s'aperçoit que la famille, ça peut aider. Si on est en difficulté aujourd'hui, là, souvent l'État-providence, il n'y a plus rien à nous offrir. Si vous êtes en difficulté, en crise, là, allez au CLSC un samedi, là, vous allez vous cogner à une porte qui est barrée. OK, alors les fonctionnaires, ils font du 8 à 5, 5 jours semaine. La famille, elle est toujours là. Alors, je remarque ça. Beaucoup de jeunes qui s'engagent dans les études universitaires, là, parfois, ils vont rester chez leurs parents plus longtemps. Ils vont refuser aussi de faire des demandes de prêts et bourses. Ils veulent plus dépendre de leur État. Ils veulent plus faire la gaffe qu'a fait leur oncle, leur tante, qui s'est endetté jusqu'à l'âge de 35 ans, qui est sorti du système universitaire avec une dette de 40 000 $. OK? Alors, donc, je dis pas que ces gens-là, ils vont être contre l'État-providence, mais dans leur conduite au quotidien, ils s'accrochent à quelque chose qui est la famille et qui, historiquement, a été
vraiment l'institution sur laquelle on a bâti le Québec, encore plus que la religion. Est-ce qu'il y a des différences politiques et je dirais idéologiques sur les grandes questions de l'heure? Par exemple, on a beaucoup parlé de la laïcité. On nous disait sur la laïcité, les jeunes, les boomers, même les X sont d'un côté, mais les jeunes, surtout les plus jeunes, 18-24, sont de tout autre côté. Pour eux, la position pro-laïcité est inconcevable même. Ils sont pas seulement qu'ils sont contre, c'est qu'ils ne peuvent pas la concevoir en tant que telle, autrement qu'à la manière d'un résidu. Est-ce que sur des questions donc les plus clivantes, laïcité, identité, immigration, il y a ce clivage dans la jeune génération ou est-ce que sur ça, elle se rassemble d'un côté ou de l'autre? Ben, c'est-à-dire qu'il y a quand même un clivage sur le plan politique par rapport à ces questions-là entre les étudiants universitaires qui vont fréquenter Concordia ou l'UQAM et l'étudiant qui va fréquenter le cégep de Saint-Jérôme ou le cégep de Trois-Rivières. Alors, sur l'immigration, sur la laïcité, là, c'est moins blanc et noir que sur l'île de Montréal. Mais j'ai dit tout à l'heure, ok, les individus sont souvent le miroir de leur environnement social. Alors, toute cette génération-là a été façonnée par le libéralisme qui sacralise les droits individuels, la mondialisation, puis amène ça par la porte d'en arrière, évidemment, on amène le multiculturalisme, la charte, et en plus, ils sont pas très politisés. Alors, ils sont pas capables de déconstruire les idées qu'on entend dans les médias et qui consistent à laisser entendre là que faut respecter la charte. Puis si la Cour suprême tranche dans un sens, il n'y a plus rien à faire. Il faut s'agenouiller. Alors, je reviendrai dans quelques instants sur la question du fait qu'ils ne sont pas très politisés, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur leurs références culturelles. C'est-à-dire, on nous dit que la génération de mes parents, mes grands-parents plus encore, même la mienne, on va écouter la télévision, on va écouter des séries québécoises. Notre espace mental, même si on a écouté Nirvana, puis The Doors, puis on écoute Chaume de temps en temps, notre espace mental, c'est l'espace québécois. Beau dommage, c'est encore parmi nos classiques, bon, tout ça. Et on nous dit que la nouvelle génération, même si elle peut consommer des produits culturels québécois, son espace mental n'est pas le Québec. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, est-ce qu'il y a aussi, encore une fois, le clivage que vous évoquez, disons, entre le plateau et Drummondville? Ben effectivement, il y a encore ce clivage-là. C'est sûr que sur le plan culturel, l'offre culturelle elle est très fragmentée aujourd'hui. Puis même les jeunes en région, ils sont définis par ça. Mais dans ce que j'appelle le Québec périphérique, effectivement, on est un petit peu plus, disons, on consomme un petit peu plus l'offre culturelle québécoise. Alors, si je parle d'une émission de La Voix, Star Academy, mes étudiants à Saint-Jérôme, ils vont savoir de quoi je parle. Tandis que à Montréal, j'aborde un étudiant universitaire, puis je lui dis, hey, tu as écouté La Voix hier, ou une émission comme celle-là où on met en évidence des talents québécois. La personne va me regarder en haussant les épaules en voulant dire... c'est vraiment là, c'est inintéressant. Alors il y a vraiment il y a un clivage assez important aussi par rapport à ça. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est la diminution de la consommation culturelle. Quand on fréquente les cinémas à Montréal, il y a beaucoup de films depuis 10 ans au Québec. Il y a près un film sur 3, ça s'adresse aux jeunes. On met en évidence beaucoup des jeunes ou des adolescents. Il y a vraiment beaucoup de films, des films intéressants aussi parfois sur la jeunesse québécoise. Puis on arrive en salle de cinéma, il y a juste des boomers et des X. On s'adresse à eux, ils sont même pas là. Et comment vous expliquez ça? C'est l'échec de l'école. C'est le refus d'enseigner la culture générale. Tout le tournant qu'on a pris avec l'enseignement des compétences où on n'accorde pas d'importance au savoir, aux connaissances, aux œuvres importantes qui ont façonné l'Occident. Alors, il y a eu dans le système d'éducation depuis au moins 25 ans une espèce d'anti-intellectualisme qui considère qu'on doit absolument coller au vécu de l'élève et on n'a pas à leur faire lire des livres, on n'a pas à leur faire connaître des héros ou des grands romanciers, des grands cinéastes. Alors, ça c'est vraiment problématique. Alors, c'est un peu particulier. Alors, on a comme dans la jeunesse ici aussi une espèce de clivage important. Alors, on a à peu près 20% des jeunes qui lisent beaucoup,
qui consomme beaucoup des choses assez nourrissantes sur le plan culturel. Et il y a aussi une jeunesse qui a de la difficulté à se repérer dans les grands repères qui ont façonné l'Occident. Alors, on va vers une société qui est de plus en plus inégalitaire ou de plus en plus balkanisée. Et sur le plan culturel, c'est vrai aussi. Alors, une question qui revient souvent, je ne confesserai, je vous surprendrai pas en disant qu'elle est importante pour moi. Lorsqu'on parle de la jeune génération, c'est son rapport à la question nationale. Longtemps, il était d'usage dans le mouvement souverainiste de dire la nouvelle génération est par définition souverainiste, elle l'est plus que la précédente, et donc inévitablement le renouvellement démographique, nous disait Bernard Landry, nous conduit à la promesse du pays. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est soit une désaffection, soit tout simplement une indifférence, peut-être un peu d'hostilité aussi à l'endroit du projet souverainiste dans la jeune génération. Comment expliquer cette espèce de rupture avec un projet qui a façonné l'imaginaire politique du Québec moderne et qui semblait capable d'attirer les jeunes générations? Au référendum de 95, on disait les X ne se rallieront pas à la souveraineté. Finalement, ils ont voté oui très, très, très massivement. Comment expliquer cette indifférence ou cette hostilité de la jeune génération par rapport au projet national? Ben, c'est-à-dire que moi, je pense que les jeunes en 18 et 30 ans, disons, la politique, c'est pas leur truc. OK? Alors, il y a des gens, même, qui s'intéressent pas au jardinage ou s'intéressent pas aux automobiles. Puis, quand on veut s'acheter des fleurs ou on veut s'acheter une automobile, on va demander à des gens autour de nous. Alors, il y a ces phénomènes-là. Il y a beaucoup de jeunes, je leur dis, savez-vous pour qui vous allez voter? Je veux même pas savoir pour qui ils vont voter. Savez-vous pour qui vous allez voter? Souvent, les jeunes me disent, non, je vais en parler à mes parents. Alors, il y a de ça aussi. Alors, c'est pour ça que le vote des jeunes, actuellement, il est dispersé. Il y en a qui votent pour les libéraux, ça, on se comptera pas d'histoire. Il y en a qui votent pour la CAQ, ils ont un appui significatif. Certains vont chez Québec solidaire. Au PQ, un peu moins. Mais dans les prochaines années, il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça. Et donc, ça, je pense que c'est assez... il faut en tenir compte. Mais moi j'ai une théorie par rapport à ça. Comment se fait que le projet indépendantiste reçoive pas plus l'affection des gens aujourd'hui? C'est que il y a eu un traumatisme au moment du référendum de 95. La déclaration maladroite de Parizeau. Les boomers, les X, ont réagi de différentes façons face à cette déclaration maladroite. Donc, par la suite, il s'est développé une espèce de sentiment de culpabilité collective par rapport à ça. Puis qu'on soit d'accord ou non, mais c'est clair que on s'est senti un peu coupable d'espèce de déclaration maladroite. Mais la composante de la population aujourd'hui qui porte le plus lourdement cette culpabilité, c'est la jeune génération. Comment expliquer ça? Ben, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à la mémoire collective, on s'aperçoit que un peuple peut vivre un traumatisme à un moment donné dans l'histoire et par la suite pas capable d'en parler. Donc on fait silence sur la chose. Puis 1 ou 2 ou 3 générations plus tard, si on interviewe les enfants, les petits-enfants de cette génération qui a vu ce traumatisme, on s'aperçoit que le traumatisme, il est vécu d'une façon plus vive encore chez les petits-enfants. Il y a toutes sortes d'études sur la Shoah là, qui parlent de ça. Puis moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Puis effectivement, donc l'espèce de traumatisme, il se répercute parfois sur plusieurs générations. D'autant plus si on refuse d'en parler dans les mois et les années qui suivent. Et c'est ce qu'on a fait au Québec. Alors, l'espèce de mal à l'aise par rapport à l'idée de fonder un pays, l'idée que on peut pas imposer des valeurs communes, ben pour les jeunes générations, ça renvoie à une espèce de dérapage qu'il y aurait eu en 95, parce que c'est la seule chose qu'ils savent, c'est la seule chose qu'ils retiennent. Ils savent pas que finalement le référendum, on l'a probablement gagné, parce qu'on élimine tous les votes qui étaient des votes illégaux. C'est pratiquement un match nul. Toute la tricherie qu'il y a eu autour de l'organisation du référendum par les forces fédéralistes. Alors, des gens comme vous et moi, on se souvient de plein de trucs.
Les jeunes qui en savent très peu, qui n'ont pas vécu ça, ben la seule chose qu'ils gardent en tête, mais c'est la phrase de Parizeau qu'on leur a montrée en secondaire 2 dans le cours d'éthique et culture religieuse. Alors, je poursuis là-dessus un instant parce que ça me semble fondamental. La jeune génération, à partir du moment où elle commence un peu à se politiser, parce qu'inévitablement, il y a un processus de politisation, l'entrée dans l'âge adulte, il faut voter une première fois, une deuxième fois. Quels sont les thèmes qui, lorsqu'elle se politise, la poussent à se politiser? Je devine que vous allez me dire pour l'écologisme est très certainement un des voies de politisation. Est-ce le cas? Et si oui, quels sont les autres? C'est difficile à répondre parce que moi, je m'intéresse à tous les mouvements politiques qu'il y a au Québec. Toute la question des générations m'intéresse, mais à la fois, je connais des jeunes conservateurs, je connais des jeunes libertariens, je connais des jeunes qui sont dans l'optique des carrés rouges. Je connais des jeunes aussi qui sont dans une optique qui est encore plus radicale, ceux qui sont dans l'intersectionnalité puis qui refusent toute forme de nationalisme. Alors, les jeunes, sur le plan politique, sont aussi fragmentés et bigarrés que l'offre culturelle qui circule quand on ouvre notre Facebook le matin. Alors, vous évoquez les jeunes, on pourrait dire les plus militants. Oui. Mais descendons d'une coche en dessous, c'est-à-dire non pas le jeune militant, mais le jeune pour qui la politique, bon, c'est pas rien du tout, mais c'est pas non plus sa passion. D'accord. OK. Alors là, je comprends encore mieux la question. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure, les nouvelles générations, c'est souvent un miroir de l'environnement social que cette génération-là a connu puis dans lequel elle a grandi. Alors ces jeunes-là ont grandi dans un milieu, dans le monde de la mondialisation, de l'ultralibéralisme, de tout le monde a sa petite business. Alors les jeunes aujourd'hui là, si au moment où je faisais du porte-à-porte lors d'une élection là, les jeunes ils comprennent le langage de l'argent. OK? Si on dit aux jeunes, bon, ben, le NPD, s'il est élu, ça va faire 250 pièces de plus dans tes poches, plutôt que le Parti libéral où tu vas faire juste 150 $. Tous les citoyens font ces calculs-là lorsqu'on vote. Hein? Quand on a une hypothèque à payer, une auto à payer, ben, ultimement, parfois, ça joue. C'est sûr, il y a les émotions, parfois. Il y a parfois l'aspect émotif. Ça, je veux pas le minimiser. Mais on l'a vu lors du dernier scrutin, là. Hein? On a vécu toutes sortes d'émotions avec Greta Thunberg. Mais qui a voté pour le Parti vert? Alors, lors des élections, là, moi, je pense que les jeunes sont très près de leur sou, puis je les comprends. Les jeunes, ils sont engagés comme nous, les X, dans ce que j'appelle le déclassement social. C'est-à-dire, on va arriver à 60, 65 ans, puis on va avoir été moins prospères que nos parents. Puis pour les millénarios, c'est encore plus vrai. Puis c'est des millénarios qui sont peu scolarisés, qui n'ont pas des grandes qualifications, c'est encore plus vrai. Alors, c'est une question de poche. Puis je les comprends. Puis ils sont à l'âge où chaque dollar est important. Alors, il y a, vous évoquez la dimension matérielle, est-ce qu'il y a néanmoins, dans les profondeurs, une forme de soif inavouée d'idéal? On ne sait pas quel idéal, mais on aimerait croire en quelque chose. Est-ce qu'il y a cette espèce de soif d'idéal d'une manière ou de l'autre en profondeur, ou est-ce qu'on a passé une génération là-dessus? Ben, ça va être autour de la famille. Donc, l'idéal va tourner autour de la vie quotidienne, finalement, plutôt qu'un idéal collectif. Ben, c'est-à-dire que l'idéal collectif, il va prendre appui sur la famille. Moi, je suis pas mal convaincu de ça parce que l'une des raisons pourquoi les jeunes sont peu attirés vers la vie politique et même la vie au travail, les jeunes, quand ils finissent, je sais pas, un jeune médecin aujourd'hui là, quand il commence à travailler là, lui rapidement, le plus possible, il veut travailler 4 jours par semaine. Il veut pas travailler 70 heures par semaine. Alors, la nouvelle génération, c'est ni la vie civique, c'est ni la vie au travail, c'est le hors-travail. OK? Et dans le hors-travail, c'est la vie intime, c'est le couple, c'est la famille. Puis déjà, les X, on a été beaucoup déjà engagés là-dedans parce qu'on vit dans une société où les couples sont fragiles, où quand nos parents ont divorcé, nos grands-parents ont divorcé, puis on voit néanmoins que
la vie familiale, c'est quelque chose de précieux, ben ils vont s'accrocher à la famille. Alors, donc, on est en train de se réconcilier avec la cellule familiale, puis c'est le retour de ce que j'appelle la famille souche. Alors, si vous connaissez les travaux d'Emmanuel Todd, la famille souche, c'est une forme un type de famille qu'on a retrouvé dans beaucoup de sociétés, surtout en Occident, où on quitte pas nos parents à 17-18 ans, comme aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, c'est une société où vraiment qui est beaucoup plus fondée sur la cellule familiale. Puis la cellule familiale structure beaucoup la vie collective. Alors, vous l'avez évoqué tantôt, je m'en voudrais de ne pas y revenir, la figure de Greta Thunberg. Alors, pourquoi j'en parle? Tout simplement parce qu'on l'a transformée en icône d'une nouvelle conscience générationnelle. Elle a elle-même 16 ans, donc c'est avant l'âge du vote et ainsi de suite. On a dit, elle incarne aujourd'hui quelque chose de nouveau. C'est cette génération qui s'engage pour la planète, qui est éco-angoissée, l'éco-anxiété, éco-anxieuse, pardonnez-moi, qui veut se mobiliser, mais justement autour du thème environnemental, parce que c'est là qu'elle trouve le carburant d'un grand changement social. Alors, je devine la question de l'écologisme structure notre époque, mais est-ce que ce mouvement annonce quelque chose de plus grand, ou est-ce que vous y voyez une forme d'effervescence médiatique, comme on assiste de temps en temps à des phénomènes semblables au fil des ans? Non, pour moi, c'est une grosse bulle médiatique. C'est sûr qu'il va marquer, cet événement-là marque un peu c'est un jalon dans l'évolution du débat sur l'écologie, mais il y a chez Christopher Lasch une distinction intéressante là, dans sa réflexion sur l'avenir de la planète, sur la conscience écologiste. Il montre qu'il y a dans la société contemporaine deux figures du survivant. Il y a le survivant apocalyptique, donc c'est genre Dominique Champagne ou Greta, puis il y a le survivant, le type m'échappe, je pense que c'est résigné, ou celui qui, à chaque journée, c'est un combat quotidien pour la survie. Hein, quand on se tape 3 heures d'auto pour se rendre au travail, aller chercher les enfants à la garderie, on arrive à la fin du mois, on est dans le rouge, on veut se payer une semaine à Punta Cana, pas sûr cette année. Donc, la vie quotidienne est un survie pour beaucoup de gens. Et c'est pour ça que les gens votent pour la CAQ. C'est pour ça que les gens votent pour Trump. C'est pour ça que les gens ont plus tendance, les classes populaires, à dériver vers le centre-droit ou une droite plus dure, comme aux États-Unis. Parce que la vie quotidienne des gens qui appartiennent pas aux gagnants de la mondialisation est extrêmement difficile. Puis ces gens-là luttent pour leur propre vie. OK? Et donc, moi c'est un peu comme ça, je vois le phénomène Greta Thunberg. Là, je vois beaucoup de gens qui ont une empreinte écologique extrêmement pesante, puis qui font la morale aux autres. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on évoque Greta Thunberg et on aboutit à Trump, donc les deux extrêmes, appelons ça, oui, du pôle aujourd'hui politique. Vous avez évoqué les comportements électoraux justement de ceux qui se tournent vers Trump ou vers les partis de droite et tout ça, ou populistes. Est-ce qu'on ne peut pas croire qu'il y a aussi paradoxalement dans ces votes que l'on dit populistes une part, je reprends le mot mais avec des guillemets, d'idéal, c'est-à-dire non pas un idéal sur le mode utopique, mais l'idéal, c'est-à-dire nous allons conserver le monde qui est le vôtre, c'est-à-dire ce monde vaut la peine d'être sous le signe de la tradition, d'un passé honorable, d'une identité héritée à partager. Est-ce que on peut pas dire qu'il y a une forme d'idéal non utopique à l'intérieur de ces votes-là, c'est-à-dire le politique va premièrement, il y a la prétention que le politique peut faire quelque chose, hein, c'est une forme de volontarisme très marquée dans les partis populistes. Et deuxième élément, eh bien justement, on ne prétend pas sauver le monde, mais on prétend sauver un peu votre monde, lui redonner ses lettres de noblesse, rompre avec un discours moralisateur, pontifiant, politiquement correct. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça un peu dans le comportement électoral des classes populaires là-dedans? Oui, tout à fait. Moi, dans mon cours Introduction à la sociologie au Cégep, on travaille avec un livre qui s'appelle Hillbilly Elegy, c'est-à-dire c'est un jeune Américain qui a grandi au Kentucky, l'Ohio, puis il raconte sa vie. Donc aujourd'hui, il a à peu près 40 ans, et il raconte sa vie de misère dans une famille déstructurée, une mère toxicomane, il a été élevé par sa grand-mère, un niveau de violence très élevé dans sa communauté. Donc, un milieu où les gens, vraiment, il y a un grand sentiment d'impuissance. Puis il raconte sa vie, puis il finit par dire, finalement, ma grand-mère, elle a fini par
m'a encadré. C'était une femme un peu crackpot, mais elle m'a quand même aidé. Avant d'entrer à l'université, j'ai fait les Marines, puis ils m'ont donné une discipline. Puis donc, c'est un point de vue qui est critique vis-à-vis de sa communauté, mais à la fois, il y a un amour pour sa patrie. Puis moi, je pense que ça se transpose beaucoup au Québec. Je fais lire ça à mes étudiants, puis il y a beaucoup de gens qui me disent « c'est ma vie, ça ». C'est ma vie. Je côtoie des gens comme ça à Saint-Jérôme au quotidien. Puis en France, c'est la même chose, hein, le clivage entre les gens qui habitent les centres métropolitains versus la France périphérique. Dont parle Christophe Guillouis. Effectivement. Alors donc, c'est un clivage qui est très structurant. Puis de même en Angleterre, là, avec les gens qui sont de nulle part, puis ceux qui sont bien sûr. Les travaux de David Goddard. Alors exactement. Donc je pense moi que oui, effectivement, ces gens expriment une certaine impuissance et souvent ils vont voter pour ce qui leur apparaisse comme la moins pire des offres politiques. Alors, vous avez développé plusieurs réflexions autour de la notion presque je reprends selon la famille refuge, c'est-à-dire dans un monde déstructuré, la famille redevient le refuge qu'elle aurait dû être. Est-ce qu'on peut dire de ce point de vue que nous sommes aujourd'hui une forme de retournement à grand déploiement par rapport à l'héritage de mai 68, c'est-à-dire mai 68 ou plus largement les Radical 60s qui ont voulu déconstruire, le mot d'ordre c'était la déconstruction des patries, déconstruction des identités, déconstruction des milieux de travail, déconstruction des sexes. Donc tout ça se poursuit par ailleurs aujourd'hui, mais inversement, devant ce mouvement qui se poursuit, est-ce qu'il n'y a pas un désir qui s'exprime de rétablir les cadres désavoués, de rétablir les permanences oubliées, de rétablir les structures nécessaires mais discréditées. On restaure pas celle d'hier, mais on retrouve le besoin de structure, le besoin de cadre, le besoin d'enracinement et on cherche à construire, appelons ça enracinement, cadre et structure pour aujourd'hui. Est-ce que de ce point de vue, on peut pas dire qu'on est à un moment de retournement 50 ans plus tard par rapport à l'héritage de 68? Tout à fait. Et cette espèce de retour-là, il concerne pas juste les gens qui sont à l'extérieur des grands centres urbains. Quand on écoute la télé puis on voit des artistes, des cinéastes, des gens qu'on associe d'une façon un peu péjorative aux bobos, mais ces gens-là aussi, ils vont parler de leur famille, ils sont accompagnés parfois des émissions de télévision avec leur garçon qui se lance dans la chanson, le cinéma, le théâtre. Et donc, il y a une revalorisation de la famille, mais dans toutes les composantes de la société. Et c'est pas pour évidemment, redéfinir une société où il y aurait juste la famille, la religion, puis on tasse l'État. Aujourd'hui, en sciences humaines, il y a beaucoup de chercheurs qui ont montré que la meilleure façon de partir dans la vie, c'est de partir dans un milieu, dans un cadre familial qui est stable, qui offre une sécurité. Et d'ailleurs, je vais rebondir, il y a quelque chose que je voulais vous dire par rapport à l'environnement, toute la question de l'éco-anxiété. Ça serait intéressant de voir, elle vient d'où cette anxiété-là? Moi, je m'intéresse beaucoup à tous les travaux sur la famille, puis l'anxiété, souvent, vient d'un cadre familial qui est déstructuré. Alors, la famille, c'est le cadre par excellence qui donne à l'enfant une sécurité, qui donne à l'enfant la capacité, très tôt dans sa vie, à affronter des épreuves, affronter des risques, affronter des difficultés. Tu échoues, tu te relèves, tu recommences. Puis si on a des parents qui assument une certaine verticalité, qui veulent pas devenir des amis, des copains avec leurs enfants, eh bien, ça fait un enfant qui est capable de composer avec l'autorité, qui est capable d'affronter des gens qui ont des idées différentes. Puis ça fait un enfant aussi qui a meilleure capacité à résister à l'intimidation. Alors, donc, toute la question de l'éco-anxiété, ça me fait rire parce que derrière ça, moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus fondamental qui est des carences au niveau de l'éducation familiale. Alors, nous arrivons peu à peu vers la fin de cette émission. Il nous reste le temps de quelques questions. Je me permets une question on a évoqué beaucoup le clivage générationnel, ça va de soi dans l'émission. Est-ce qu'on peut dire, et vous avez évoqué aussi
urbain et périphérique. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y aurait un clivage entre la jeune génération issue de ce qu'on appelle la majorité historique francophone et la part de la jeune génération issue des communautés de l'immigration? Est-ce que de ce point de vue, les différences culturelles s'aplatissent parce que l'identité générationnelle est plus forte, ou est-ce que la dimension culturelle ou identitaire vient aussi rajouter une dimension dans ces rapports à l'intérieur même de la jeune génération ici? Je pense qu'il y a une différence. Il y a une différence assez nette, là. Enseigner au cégep de Saint-Jérôme et enseigner au collège de Maisonneuve ou à Dawson, c'est pas du tout la même chose. Ok. Alors il y a deux jeunesses, et la jeunesse qui est plus, disons, qui est plus hétérogène dans la région du Grand Montréal. Bon, sur le plan culturel, va être plus mondialiste. Sur le plan politique, va être plus multiculturaliste. Mais à la fois, il y a quand même un fond commun sur bien des questions. Ils sont pas soumis à une transmission qui est convenable, qui est adéquate, de sorte que ils n'ont pas les repères qu'on a reçus quand on fréquentait une polyvalente dans les années 80, les années 70 ou les années 50. Donc, sur le plan de l'éducation familiale et de l'éducation scolaire, c'est triste parce que on leur a refusé quelque chose et on les a mal équipés pour affronter les premières années de l'âge adulte où la vie est pas nécessairement facile. Alors, le temps d'une dernière question à cette lumière. On peut dire que la jeune génération, à tout le moins c'est un sentiment souvent partagé, ne s'inscrit plus dans une forme de continuité historique. À tout le moins psychologiquement, elle est dans le temps présent, elle est dans la mondialisation, elle regarde la mémoire familiale, mais elle n'habite plus le grand récit de l'histoire du Québec, disons ça comme ça. Est-ce que c'est exact? Et si oui, est-ce qu'il est envisageable de la réintégrer symboliquement et culturellement dans le grand récit de l'histoire du Québec, ou est-ce trop tard pour cette génération? Ben, c'est-à-dire que le mouvement que j'ai décrit, où il y a dans cette génération-là une espèce de chez cette génération-là, il y a un souci d'être proche de ses parents, de ses grands-parents. Donc ça fait en sorte que il y a des liens intergénérationnels qui sont importants, plus que pour ma génération où on quittait à 18 ans, puis après ça on recousait les liens 10 ans plus tard. Mais ces gens-là, cette génération-là, donc, est réinscrite dans la continuité des générations par le fait même qu'ils conservent des liens extrêmement serrés avec leurs parents et leurs grands-parents. Alors, tout ça, c'est de nature à peut-être aider pour les réinscrire dans le grand récit de l'épopée québécoise. Alors, mais ça, il y a une responsabilité chez les parents, les grands-parents, au niveau de la conversation de tous les jours. Le souper en famille. Je dis souvent aux étudiants, c'est important le souper en famille. Je sais que vous avez des petits jobs, tout ça, puis des horaires qui sont pas qui concordent pas toujours. C'est important. Le face-à-face, d'éteindre la tablette, le cellulaire, puis d'avoir des conversations avec vos parents, vos grands-parents, c'est extrêmement important. Puis ça a un impact. Ça, c'est un de mes dadas, l'importance des rapports de face à face, le capital social. Ça a des conséquences sur la réussite scolaire, sur la santé, sur l'espérance de vie. Et donc, moi, je pense que la voie dans laquelle on est engagé, ça me donne un certain optimisme, un certain espoir par rapport à l'avenir. Alors, Stéphane Kelly, je vous remercie infiniment de votre présence aux Idées mènent le monde. Merci infiniment. Ça m'a fait plaisir. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA.
Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.